Allez, tout de suite, des invités assez exceptionnels sur le plateau d'LCI, les dirigeants des deux plus importantes obédiences françaises, les francs-maçons. Bonjour Daniel Keller, vous êtes grand maître du Grand Orient de France et à vos côtés Philippe Charuel, grand maître de la Grande Loge de France. C'est la première fois que vous dialoguez tous les deux sur un plateau de télévision en France. C'est une première grâce à vous. Bon, on est ravis de vous avoir. Alors, on va se remettre dans le contexte. Après les attentats de Paris, vous avez organisé avec deux autres grandes obédiences de maçons en France, à l'Assemblée nationale carrément, eh bien, un débat sur la refondation de la République après ces attentats. Ça va tellement mal, la République, que vous en êtes là? Philippe Charuel? La République se porte mal. Et ce que nous constatons, tout du moins à la Grande Loge de France, dans un débat interne, c'est peut-être de ne pas se contenter d'aller vers des solutions un petit peu rapides qui consisteraient à ne traiter que les problèmes de laïcité et peut-être de se pencher largement sur les problèmes d'éducation. Alors en un mot simplement, on préconise, et je vais être très circonspect dans mes termes, dans les termes utilisés, on préconise l'enseignement dans l'école laïque, dans l'école de la République et dès le plus jeune âge, du fait religieux. Du fait religieux qui n'est absolument pas la religion, mais une certaine instruction, une certaine information donnée à tous les enfants de tout ce que furent, dans les civilisations, l'implication des religions et les conséquences qu'elles ont eues. Montrer simplement qu'il y a des choses tout à fait intéressantes à comprendre, à voir, et de faire en sorte que tous les enfants, qu'ils pratiquent une religion ou qu'ils ne la pratiquent pas, aient toujours des références qui soient des références fiables et ne se laissent pas abuser par des sirènes venant de quelque fondamentalisme que ce soit. Daniel Keller? Oui, je partage l'idée que l'école est le sanctuaire de la République. C'est là où la République s'est construite. Et bien entendu, c'est là également où il faut que cette République soit à nouveau en reconquête. Donc l'école, très certainement, est la priorité numéro un. Parce que l'éducation nationale ne fait pas assez son boulot? Parce qu'on a peut-être perdu de vue l'idée que l'école est là à la fois pour délivrer des savoirs et instituer le citoyen de demain. Et je constate d'ailleurs que c'est une préoccupation qui anime le ministère de l'Éducation nationale, que d'essayer justement de réinsuffler les valeurs républicaines dans le cadre de l'école. Je ne suis pas certain que l'enseignement du fait religieux soit aussi pertinent que le dit mon ami et collègue Philippe Charuel, parce que ce que la République doit savoir faire, c'est à apprendre à chacun à s'émanciper, à se libérer de toutes les déterminations qui finalement corsettent les individus. La religion en est une. Mais quand vous dites on préconise, parce que ce débat il a lieu à l'Assemblée nationale, vous essayez de convaincre les députés eux-mêmes? Comment ça se passe? Quel est votre rôle finalement aujourd'hui en France? La maçonnerie, dans sa diversité, elle s'est construite par la capacité à diffuser des idées que la société s'est appropriées. On ne va pas refaire l'histoire, mais la loi de 1905, elle a été conçue, élaborée dans les loges maçonniques avant qu'elle ne devienne la loi de la République. Et je crois qu'au XXIe siècle, dans une situation très différente, on a besoin de principes, on a besoin de valeurs, et les maçons, quels qu'ils soient, ont un rôle à jouer pour faire prendre conscience de ces piliers que constituent ces principes et ces valeurs pour la société à construire. Et vous avez toujours cette influence importante chez les députés ou les sénateurs ou les politiques en général? Je ne pense pas que nous ayons vertu à faire de la politique. Nous avons vertu à porter des valeurs, à établir une réflexion autour de ces valeurs. Et l'un des thèmes les plus importants aujourd'hui, qui pourrait être la solution, c'est d'arriver réellement à ce fameux vivre ensemble. Ce vivre ensemble qui, pour l'instant, n'est simplement une déclaration de salon. Tout à l'heure, je vous parlais du fait religieux. Il y a à peu près 1000 ans, à Cordoue, les hommes, les communautés juives, chrétiennes, musulmanes ou autres, cohabitaient dans une parfaite harmonie et les hommes s'appréciaient les uns les autres. Quand je vous parlais de l'enseignement du fait religieux, c'est leur donner suffisamment de références sur ce qu'ils sont dans leur culture, leurs origines, et de ce que sont les autres pour s'accepter tels qu'ils sont réellement et tels que nous devons être entre nous. Il y a des loges musulmanes? Nous avons des loges, de nombreux musulmans
fonctionne à l'intérieur. Et puis nous avons tout simplement des musulmans répartis un petit peu dans toutes les loges de la Grande Loge de France, au même titre que des chrétiens, des juifs. L'islam est et puis compatible des gens, avec la maçonnerie. L'islam est compatible avec la Il n'y a pas de maçonnerie. loge musulmane comme il n'y a pas de loge chrétienne. Les loges maçonniques ne s'identifient pas à partir d'un référencement religieux. Mais il y a au Grand Orient de France des Français de confession musulmane. Et en règle générale, quand on entre dans une loge maçonnique, on laisse à la porte du temple ses convictions religieuses ou ses appartenances religieuses. Mais j'observe qu'il y a aussi le Grand Orient de France est présent en Tunisie, le Grand Orient de France est présent dans un certain nombre de pays étrangers, qui montrent qu'encore une fois, nous ne sommes pas une association, un ordre maçonnique exclusivement franco-parisien, loin de là. Autre actualité, quand vous voyez ces images de la jungle de Calais, est-ce que c'est digne d'un pays comme la France de voir ça, ces bidonvilles qui grossissent en permanence, qu'on doit démanteler, on ne sait pas trop quoi faire, avec tous ces centaines, ces milliers de migrants qui veulent passer en Angleterre? Alors, la réponse est claire, non, ce n'est pas digne de la France. Ceci étant, il faut analyser correctement les choses et faire le distinguo entre des migrants et des réfugiés. Des réfugiés pour des causes politiques, parce qu'ils sont pourchassés, persécutés dans leur pays, ou pour des causes humanitaires, parce qu'il y a un séisme ou quelque chose qui ressemblerait à cela. Et puis, savoir les distinguer de personnes qui viendraient seulement chez nous pour des raisons purement économiques. Nous pensons que lorsque le distinguo sera fait correctement et dès l'entrée, certains problèmes pourront être maîtrisés et circoncis de façon beaucoup plus simple. Donc il faut rétablir les frontières. Donc il faut rétablir les frontières. Personnellement, je pense que oui. Vous êtes d'accord? Au Grand Orient, moi je suis allé à Calais le 14 septembre. À un moment, on n'en parlait pas. J'avais été effaré par ce que j'ai pu constater. Et nous avons pris deux orientations. La première, c'est, disons, la solidarité. La Fondation du Grand Orient de France est intervenue en faveur des associations de terrain qui, à Calais, dans la lande, ce qu'on appelle improprement la jungle, ça n'est pas respectueux d'ailleurs des personnes qui s'y trouvent. Alors ce sont les migrants eux-mêmes aussi qui l'ont baptisé comme ça. Mais donc pour faire en sorte que ces personnes puissent bénéficier de conditions de vie plus décentes, mais nous avons aussi, avec les loges du Grand Orient, tenu un débat public à Calais fin janvier en présence de Mme Natacha Bouchard, donc maire de Calais et vice-présidente de la région, pour effectivement lancer aussi une réflexion qui fait cruellement défaut aujourd'hui. C'est-à-dire que la question, comme vous le dites, ça n'est pas rétablir les frontières. C'est d'abord donner une véritable cohérence aux frontières européennes. On voit bien qu'aujourd'hui, la Grèce est un maillon faible parce qu'elle est un peu livrée elle-même. Et donc là, il y a un vrai manque de solidarité au plan européen. Que d'autre part, il faut qu'il y ait une véritable politique européenne migratoire pour que les personnes qui sont en situation de migration, quelles qu'en soient les raisons, puissent être effectivement accueillies. Et puis, au-delà, il faudra aussi penser aux conditions du retour pour ceux qui voudront retourner dans leur pays. Et il y a un point qui est quand même particulièrement, je dirais, choquant pour un citoyen de base comme je suis, c'est le système qui nous lie à l'Angleterre, qui fait que la frontière britannique passe sur le sol français et qu'aujourd'hui, la France est prisonnière d'accord, qui fait que finalement, c'est elle qui supporte le fardeau de toutes ces personnes qui sont sur le territoire. Est-ce que vous êtes issu du mouvement des Lumières, de la Révolution française, de la naissance de la démocratie? Vous êtes déçu de voir ce qui se passe après les printemps arabes dans de nombreuses nations arabes? C'est-à-dire qu'il y a eu un espoir. Alors, il continue, par exemple, en Tunisie, dont vous parliez. Mais dans beaucoup d'autres, force est de constater que ça a été souvent un échec, voire l'Égypte, le chaos en Libye, etc. Le maçon ne croit pas nécessairement à l'avenir radieux. L'histoire humaine, elle est la succession éternelle et permanente de moments de concorde et de moments de discorde. Et qu'est-ce que l'on constate? On nous avait expliqué à la fin du siècle dernier que nous approchions de la fin de l'histoire, que l'humanité avançait vers un monde réconcilié, et on s'aperçoit que le début du XXIe siècle est effectivement un monde de bruit et de fureur. Et je crois que la responsabilité d'un maçon, c'est justement de savoir affronter ce monde de bruit et de fureur et d'essayer qu'il ne finisse pas dans un embrasement général. Philippe Charouel. Moi, je pense que tout est une question d'éveil des consciences. Laisser se développer les religions et dans un climat de fanatisme nous amène immanquablement aux situations actuelles.
tous les fondamentalistes, c'est-à-dire qu'ils soient religieux ou politiques, représentent un danger véritable pour nos sociétés. Et je pense que c'est par l'éducation, par l'instruction, en faisant en sorte de donner le maximum d'informations aux enfants d'une façon prioritaire et aux hommes en général, que nous arrivons à éradiquer la problématique. On a aujourd'hui une invitation faite aux hommes d'aller vers des solutions faciles, vers des solutions simples. On leur annonce des lendemains qui chantent. Cela a déjà été annoncé à d'autres périodes de l'humanité, des périodes assez proches de nous, quelques années avant le dernier conflit mondial dans des pays voisins. Les choses étaient annoncées comme telles et des élus l'ont été de façon totalement démocratique. Pensons simplement au chancelier Hitler. On a vu où cela a conduit les choses et le devenir de l'humanité. Alors simplement une certaine prudence aujourd'hui face à certaines invitations, aller de façon un peu simpliste vers des solutions limpides. Vous pensez à un parti en particulier en disant ça ou... Vous pensez au même que moi, je pense. À Daesh notamment, Non, et en France, parti politique. ailleurs. Oui. Justement, le FN est le premier parti de France, ça vous inquiète? Le premier parti de France, c'est l'abstentionnisme. Oui. Non, mais c'est ça qui est parti politique. C'est ça qui est le plus inquiétant. C'est qu'aujourd'hui, quand on prend le dernier scrutin, même si c'est pas vrai d'un scrutin à l'autre, sur 40 et quelques millions d'électeurs, la moitié ne se déplace pas pour voter. Et pour vous, le problème numéro 1, c'est ça. C'est comment réintéresser Oui, les Français dans absolument. la politique. C'est d'abord parce que cette abstention n'est pas la signification d'un désintéressement. Il a un sens. Donc je crois qu'il faut vraiment se préoccuper de ce désaveu des Français vis-à-vis du système politique en général, de leurs représentants. On le voit bien d'ailleurs dans les derniers sondages. Les derniers sondages qui sortent ne sont pas du tout encourageants pour la période à venir. Au contraire, ils montrent que nous sommes à la veille d'une déchirure profonde. Et cette déchirure profonde, comme toujours dans l'histoire, elle peut conduire au pire. On peut être maçon et membre du FN? Au Grand Orient de France, là je ne m'occupe que de la maison qui est la mienne, nous suivons de façon rigoureuse cette question et comme j'ai toujours dit, maçon ou Front National, il faut choisir, mais les deux ne sont pas compatibles. C'est pareil pour vous, Philippe Charuel? Alors moi, je vous ai simplement, vous avez posé la question, doit-on être inquiet de la montée du Front National? Inquiet, oui. Doit-on avoir une attitude de mépris face aux électeurs du Front National? Ma réponse est non. Ma réponse est non, c'est en grande majorité des gens qui ont perdu toute espérance, tout repère. Moi, j'ai du mal à converser avec quelqu'un qui n'a même plus de revenus pour vivre décemment et qui me dit « oui, mais vous me proposez quoi d'autre ?» Alors, je pense simplement que nous, maçons, on a à éveiller les consciences, aller à la rencontre des gens, des hommes en général, des jeunes en particulier. D'ailleurs, la Grande Loge de France co-organise avec la Grande Loge féminine de France le 2 avril au Palais Brongniart, un colloque, non pas vers la jeunesse, mais avec la jeunesse, qui sera le 3e intervenant de ce colloque. Donc c'est ouvert à tous alors? Comment? C'est ouvert à tous? C'est ouvert à tous les jeunes, en priorité, bien entendu. On va faire en sorte qu'un maximum de jeunes, et qui ne soient pas des jeunes maçons, des jeunes de l'extérieur, filles et garçons, bien sûr. L'élection présidentielle arrive, c'est un secret de polichinelle. Par exemple, Manuel Valls a été maçon, ça a été révélé par l'Express pendant des années. Vous vous sentez plus proche de la gauche ou de la droite? Allez-y. Silence. Personnellement. Oui, enfin, vos mouvements. Alors, d'abord, ce qui m'intéresse, c'est la qualité d'un homme et la qualité de ses projets. La gauche, la droite, aujourd'hui, vous savez, c'est quelque chose qui reste tellement flou que vouloir se positionner, ce serait le débat d'une nuit entre nous, on n'aboutirait pas forcément. Les maçons, en tous les cas, les maçons de la Grande Loge de France se veulent être apolitiques totalement. Nous ne sommes pas là pour nous positionner d'un côté ou de l'autre. Nous sommes là pour simplement souligner les projets de qualité et les valeurs qui sont les nôtres. Et aujourd'hui, il y en a que vous vous rapprochez plus l'un que l'autre? Il y a des hommes de gauche qui professent des idées de grande qualité. Il y a des hommes de droite qui en professent aussi. Souvenez-vous de ce dialogue entre M. Mitterrand et M. Giscard d'Estaing. Le privilège du cœur n'était pas forcément que d'un côté. Pour la conclusion, Oui, au Grand Orient, pareil. le parti de la franc-maçonnerie, c'est le parti de la République. Et il y a de vrais républicains à gauche et à droite. Et je crois qu'aujourd'hui, le vrai sujet, c'est de savoir rassembler les républicains des deux rives. Si l'on souhaite sauver la République dans les mois et les années... Notamment au 2e tour d'une présidentielle?
Tout à fait. Le Grand Orient de France, en 2002, avait appelé à voter Jacques Chirac, et je pense que le Grand Orient de France peut en être fier, et on verra ce que fera le Grand Orient de France en 2017. Mais en tout cas, les républicains des deux rives sont les deux piliers de la République de demain. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, une première donc à la télévision, Philippe Charuel et Daniel Keller. Merci grand infiniment. Maître du Grand Orient de France et de la Grande Loge de France. Merci à vous. Tout de suite, le journal de 18h et la Newsroom.